Vous aboutissez, et ça je crois que c'est quelque chose qui peut être écoutable par nos auditeurs, à la notion de cause et à la notion de cause incausée, donc de cause première. Et je vous laisse la parole. Oui. Alors, effectivement, en fait, l'argument principal du livre est construit de la manière suivante. Je commence par démontrer que tout ne peut pas avoir une cause. Parce que ça, c'est un préjugé, si vous voulez, qui est très répandu. Constant, que j'avais implicitement un petit peu, enfin, sans bien réfléchir. On suppose même souvent que les théistes, donc les gens qui affirment l'existence de Dieu sur la base de raisonnements philosophiques, on suppose souvent que les théistes partent de ce principe, à savoir que tout a une cause, et considérant l'univers, en déduisent triomphalement que l'univers a donc une cause, et que c'est Dieu, et puis là, s'arrête et oublie. Et quelle est la cause de Dieu, voilà, alors, monsieur le philosophe? Et oublie d'appliquer ce principe formidable, à savoir tout a une cause, à Dieu. Auquel cas, effectivement, l'argument ne serait pas bon. Et c'est ce qu'on appelle le sophisme du taxi. C'est-à-dire qu'on monte dans le principe de causalité pour aller là où on veut, puis une fois qu'on est arrivé, on en descend. Et Dieu, lui, n'a pas de cause, par contre. Et donc, ça, supposons par exemple que quelqu'un affirme que tout a une cause, dit que l'univers a donc une cause. Là, l'objecteur lui dit oui, mais Dieu. Enfin, il dit plutôt que la cause de l'univers, c'est Dieu. Oui, pardon. Et l'objecteur... L'objecteur dit, mais alors tu oublies d'appliquer le principe de causalité à Dieu lui-même. Alors, quelle est la cause de Dieu? Le mauvais théiste, là, si je puis dire, dira, oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Bon, Dieu est cause de soi. Donc, comme ça, il peut maintenir, si vous voulez, l'idée que tout est une cause. C'est pas bête, mais le problème est que la notion de cause de soi est absurde. Elle est absurde car pour se causer soi-même, il faut exister avant d'exister, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire qu'il faut ne pas exister pour pouvoir se causer. Mais en même temps... Et en même temps, il faut exister pour pouvoir être celui qui va se causer. Donc, en fait, la notion de cause de soi, ça je le dis, c'est garanti sur facture, vous pourrez vérifier, est absurde. Elle est contradictoire. Elle nous contraint, si vous voulez, à poser qu'un être existe et n'existe pas. Donc, or, A et non A est faux. C'est contraire au principe de non-contradiction. Donc là, on est au degré suprême quand même d'impossibilité. Alors, pour ceux qui aiment Thomas d'Aquin, je les renvoie à la Somme théologique où Thomas d'Aquin exclut absolument la notion de cause de soi comme étant absurde. Bon, mais là nous sommes mal partis. Donc là on est mal. Le vrai principe que doit utiliser celui qui veut démontrer l'existence de Dieu, c'est pas du tout que tout a une cause, puisqu'en fait ce principe aboutit à des absurdités. C'est ce que je démontre dans le chapitre, le premier chapitre de la deuxième partie. Alors, pourquoi le principe selon lequel tout a une cause aboutit à des absurdités? Eh bien, si vous posez que tout a une cause, vous êtes obligé de poser que la totalité des êtres qui ont une cause a une cause. Le problème, c'est qu'en dehors de la totalité des êtres qui ont une cause, il n'existe rien par hypothèse. D'accord. Bon. Donc, il faut poser que cette totalité a une cause, mais où allons-nous la trouver? On n'a que deux échappatoires. Soit la totalité des êtres qui ont une cause est causée par le néant, puisqu'en dehors de l'être, il y a que le néant. Mais le néant n'est rien. Je suis désolé de rappeler cette évidence, mais et en tant que rien, si vous voulez, il est mal équipé pour causer quoi que ce soit. Donc cet échappatoire n'est pas bonne. L'autre, c'est de dire que la totalité des êtres qui ont une cause est cause d'elle-même. Mais on retombe sur le même problème que tout à l'heure. Ça n'est pas possible. Donc, puisque nous sommes arrivés à deux absurdités en partant du principe que tout a une cause, ça signifie une chose, c'est que nous venons de réfuter par l'absurde le principe selon lequel tout a une cause. Si vous voulez, quand un principe vous conduit logiquement par déduction à des propositions contradictoires, impossibles, c'est que ce principe est faux. D'accord ?
Donc ce principe est faux. Tout n'a pas une Donc cause. tout n'a pas une cause. Or, la proposition, si vous voulez, contradictoire de celle-là, c'est qu'il existe au moins un être qui n'a pas de cause. C'est peut-être un peu rapide là. Ah bah, si tout n'a pas une cause, il existe forcément quelque chose. Ah oui, au moins un. Oui, au moins un. Au moins un. Au moins un. Peut-être plus, mais au moins un. Mais si vous voulez, on ne peut pas absolutiser la relation de dépendance. Si tout est dépendant, sans que rien ne soit indépendant, on arrive à des contradictions. Donc il existe quelque chose Qui n'a pas qui de ne cause. tire pas son existence d'autre chose que de lui-même. Et c'est Bon. ce que vous appelez, il existe au moins un être Voilà. incausé. Tout à fait. Donc Alors ça paraît un peu philosophique comme proposition, Oui. mais ça veut dire il existe au moins un être qui n'est la cause de rien et qui est sa propre cause, que vous Tout à appelez fait. l'être par soi. Alors attention, il existe au moins un être qui n'a pas de cause, et je ne dirais pas du tout qu'il est sa propre cause. Car Oui, l'être mais- cause de soi, ça n'existe pas. Nous venons de Oui. le dire. Hein. Il est être par soi. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il est, et il n'a besoin pour être que de lui-même. Alors est-ce que ça il ne ce n'est se cause pas, parce que se causer, si vous voulez, la relation de causalité est forcément une relation entre deux entités. Bon, donc un être donné ne peut pas être cause de lui-même. Ça, j'insiste beaucoup sur ce point. Alors, c'est pourtant une notion, c'est ça qui est amusant, qui a ressurgi après avoir été entièrement éliminée par tous les théologiens du Moyen-Âge, qui ont fait justice de cette notion absurde, hein. Mais elle a ressurgi chez Descartes, qui parle de causa sui. Vous savez, c'est la désignation latine de l'idée de cause de soi. Mais bon, cette notion ne tient pas. Alors, donc ce à quoi nous arrivons, c'est à l'idée qu'il existe au moins un être incausé. À ce moment-là, nous n'avons pas encore prouvé l'existence de Dieu, mais nous avons prouvé l'existence d'un être incausé. C'est quand même très proche tout de même. Non, pas encore, parce qu'ici, nous faussons compagnie simplement aux scientistes. Enfin, j'appelle par le nom de scientiste les gens qui précisément ont tendance à considérer, en se fiant à ce que la science affirme, que tout a une cause. Mais tout n'a pas une cause. Simplement, nous sommes toujours dans le même bateau que les matérialistes, par exemple, qui seront tout à fait d'accord pour reconnaître, s'ils sont des philosophes sérieux, qu'il existe un être incausé. Un être ou une chose incausée? Parce que là, vous parlez d'être incausé, mais ça pourrait être une chose incausée. Quand je veux dire être, je ne veux absolument pas dire un être spirituel, ou j'entends ici par être quelque chose qui existe. Quelque chose, alors évidemment, une entité, si vous voulez. Je la définis. Et ça pourrait être une chose. Mais ça peut être la matière fondamentale de l'univers. À ce stade de notre raisonnement, ça peut tout à fait être une chose. Oui, tout à fait. Mais la seule chose sur laquelle on ne peut pas revenir, c'est qu'elle est incausée. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que tous les philosophes seront d'accord pour reconnaître qu'il y a forcément quelque chose d'incausé. Simplement, il reste à identifier ce quelque chose. Alors il y a deux candidats principaux. Vous avez la matière fondamentale constitutive de l'univers. Donc le matérialiste s'arrêtera là et dira ben oui, il y a un être incausé, c'est ça. Effectivement, il est de toute éternité, il ne vient de nulle part. Et les différentes choses que nous voyons passer, se transformer, naître et périr ne sont que les multiples formes prises, évidemment. Cette matière fondamentale. Mais il y a bien quelque chose d'incausé. C'est-à-dire que tout est causé macroscopiquement. On peut dire effectivement les galaxies, les planètes, les gens, les bouteilles, tout est causé, certes, mais à l'exception, parce que c'est une nécessité philosophique, de logique, de raisonnement, de cohérence. C'est logique. Si tout est causé, si vous voulez, si tout était causé, c'est comme si l'on disait que vous avez une chaîne infinie qui est suspendue à rien. Mais le fait qu'il y ait un nombre infini de maillons, résout la question, c'est pas grave. Elle tient. Oui, vous le faites très bien, c'est la distinction entre la cause et l'origine. Or, il faut les deux pour que quelque chose existe. Oui. Bon, ça, c'est une distinction sur laquelle, effectivement, on pourra revenir. Mais alors, disons que pour le moment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a
une première étape de franchie qui est l'établissement de l'existence d'un être. Enfin, une cause incausée. Une cause incausée. Voilà, tout à fait. Qui donc ne dépend de rien et dont tout ce qui est dépendant dépend. C'est-à-dire qu'en dernière instance, tous les êtres passagers, tous les êtres qui ne font que passer dans l'existence. On a déjà bien fait de venir, hein. Là on a appris quelque chose d'important. Mais bon, c'est une vérité qui peut paraître un peu plate une fois qu'on a dit que finalement ça pouvait être la matière. Non, elle est fondamentale parce que c'est un point capital. Elle est doublement un point capital parce que d'une part, elle va permettre de continuer le raisonnement et d'autre part, elle va à l'encontre de notre perception immédiate, qui est celle que tout a une cause, alors que non, tout n'a pas de cause. Et dans les dîners en ville, nous allons pouvoir lancer ce débat qui nécessitera de nombreuses heures et de nombreuses bouteilles. Continuez. Oui, sans doute. Oui. Les bouteilles ayant une cause, hein, bien sûr. Oui. Alors, une fois que j'en suis là, dans le livre et dans le raisonnement, je me pose la question de savoir si la matière fondamentale constitutive de l'univers physique, est un bon candidat au statut de cause incausée. Alors comment faire pour débroussailler cette question ? Eh bien, on va faire passer, si je puis dire, un test à cette matière fondamentale, en essayant de voir si, par hasard, elle ne présenterait pas des caractères propres à tout ce qui est un effet. Puisqu'il y a des caractères propres à ce qui est un effet. Or, si la matière fondamentale de l'univers se manifeste finalement à l'examen comme étant un effet, eh bien, nous aurons prouvé qu'elle n'est pas incausée, évidemment. Or, je crois qu'il y a 3 caractères qui dénoncent une chose comme étant un effet, si je puis dire. Il y a le fait d'avoir commencé, puisque tout ce qui commence d'exister a une cause. Alors admettons que la matière fondamentale de l'univers, c'est-à-dire la totalité disponible du monde physique, ait commencé d'exister. Si c'était le cas, on serait obligé de requérir une cause. Donc nous aurions prouvé d'un coup que la matière fondamentale de l'univers n'est pas la cause incausée, puisqu'elle est un effet, et qu'elle a donc une cause, et que cette cause ne peut pas être spatio-temporelle. Puisque si elle l'était, elle ferait partie du monde physique. D'accord ? Mais un être non spatio-temporel qui cause la totalité du monde physique, avec un peu d'analyse philosophique, on peut montrer que ça peut difficilement être autre chose qu'un esprit. Bon, premier critère, ce qui commence d'exister a forcément une cause. Ensuite, il y a un critère plus difficile à saisir peut-être, mais qui est peut-être plus profond encore, qui est le fait d'avoir ou non en soi-même l'explication de son existence. Alors ça, on pourra y revenir un peu. Si il s'avère qu'une chose, en fait, est contingente, c'est-à-dire on peut concevoir sans contradiction sa négation. Oui, elle peut exister ou ne pas exister, voilà. Elle dépend d'autre chose, elle bouge. Il n'y a aucune nécessité interne à son existence, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez 2 plus 2 égale 4, le réel mathématique qui rend vraie cette proposition ne peut pas ne pas être. C'est-à-dire qu'il est impossible d'imaginer, de concevoir sans contradiction la négation de cette proposition. Elle ne peut pas être fausse. C'est absolument impossible. Il n'y a pas de monde possible où ce serait faux. Bon, en revanche, que Napoléon soit né le 15 août est une vérité, c'est vrai, mais c'est une vérité contingente. C'est-à-dire qu'il est parfaitement possible de concevoir que Napoléon soit né le 16 ou qu'il soit jamais né. Bon. Il n'y a aucune nécessité métaphysique ou aucune nécessité logique à ce fait. Bon. Donc, lorsqu'un fait n'a pas de nécessité logique, il est légitime de demander quelle est sa cause. C'est-à-dire qu'il a forcément une explication, mais cette explication ne réside pas en lui-même. Elle est extérieure. Ouais, la naissance de Napoléon, c'est sa maman. Voilà, tout à fait. Et sa maman, c'est la maman de sa maman, etc. Donc, il y a là
dans la contingence logique ou la contingence métaphysique, bon, j'emploierai les adjectifs indifféremment, il y a là un signe qui renvoie vers une explication extérieure. Si c'est le cas de la matière de l'univers, alors, fût-elle éternelle, on sera amené à penser qu'elle doit avoir une explication extérieure à elle-même. Bon, c'est le deuxième critère. Bon, il est plus technique, il est un peu plus difficile, un peu moins évident, si vous voulez, que le commencement, parce que là, tout le monde est immédiatement d'accord. On dit, bah oui, s'il y a quelque chose à commencer, c'est qu'il y a une cause. Alors que le deuxième critère ne nécessite pas que la chose ait commencé. Si par exemple un matin vous vous levez et vous découvrez que vous avez un bouton sur le nez qui n'était pas là hier, vous direz, ah bah ce bouton a commencé, il a une cause. Effectivement. Bon, ça c'est facile. Mais admettons que vous existiez de toute éternité et que vous ayez un bouton sur le nez de toute éternité. Ce bouton a quand même un diamètre, par exemple. Il fait 0,3 cm. Et y a-t-il une nécessité intrinsèque, si vous voulez, à la taille de ce bouton sur le nez? Évidemment non. Non, il n'y a aucune contradiction logique, si vous voulez, à ce que ce bouton sur le nez fasse en fait 0,4 ou effet 0,2 cm. Donc, il y a une explication extérieure à ce bouton au fait qu'il fasse... Même s'il existe de toute éternité. Même il existerait de toute éternité, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je dis que ce critère-là est plus profond, parce qu'il nous met en position de requérir une cause à la matière fondamentale de l'univers, fût-elle éternelle ou sempiternelle, disons. Est-elle existée depuis un temps infini? Bon, ce que je pense par ailleurs impossible, mais bon, je laisse ça tomber. Disons que, et en ce sens, c'est un critère qui permet de construire des preuves beaucoup plus fortes, en ce sens qu'elle ne nécessite pas que celui qui écoute l'argument accepte l'idée que le monde a commencé. Même s'il pense que le monde a toujours existé, eh bien, il sera amené à requérir une cause. Alors, c'est le type d'argument préféré des thomistes. Saint Thomas d'Aquin tient pour ce genre d'argument, lui qui précisément pensait qu'on ne pouvait pas prouver que le monde avait commencé. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie que j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Guillot pour son livre Dieu existe et pour nous entretenir autour de ce sujet. Le livre est publié aux éditions du Cerf. Nous avons essayé de prouver qu'il existait un être ou une chose incausée, mais nous essayons d'aller un petit peu plus loin et je vous propose d'aller jusqu'à l'existence de Dieu et ensuite de lire plusieurs questions et messages d'auditeurs tout à fait passionnants. Très bien. Alors, nous avons vu 3 critères. Après, ça ira plus vite. Alors, il y a 3 critères. Il y a déjà des objections très intéressantes. Très bien. Alors, il existe 3 critères qui permettent de constater qu'un être est un effet, qu'il a une cause. Il y a le fait qu'il ait commencé. Il y a le fait qu'il n'ait pas en lui-même l'explication de son existence. Et il y en a un troisième là dont je n'ai pas encore parlé. Qui est le fait que la chose considérée soit complexe et organisée en vue d'une finalité fonctionnelle. Bon. Oui. Les êtres humains, par exemple. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'une chose est très complexe, c'est-à-dire comprend une multitude d'éléments, l'arrangement de ces éléments est forcément très improbable a priori, puisque beaucoup de combinaisons étaient possibles. Mais si en plus de ça, il se conforme à une finalité fonctionnelle, alors un doute naît dans l'esprit, et on est naturellement porté à requérir non seulement une cause, si vous voulez, mais une cause intelligente. Là, on fera un pas de plus. Bon. Alors, ce principe permet de construire des arguments qu'on appelle téléologiques, c'est-à-dire les arguments fondés sur la finalité, enfin la fin, la fonction qu'ont les choses, qui laisseraient deviner une intelligence conceptrice à l'origine de la chose en question. Bon, ces arguments sont délicats, j'en traite en dernier. Surtout avec le développement de la science, mais nous y reviendrons. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop vite, car il est courant qu'on le fasse, d'aller trop vite. Bon. Donc on a ces 3 critères. Alors on peut utiliser par exemple le deuxième, ou peut-être le premier, pour aller encore plus vite, jusqu'à Dieu. Si vous
arrivez, comme on l'a fait tout à l'heure, à démontrer que le monde spatio-temporel a forcément un commencement radical, qui ne soit pas simplement une transformation, mais un point en deçà duquel il n'y a plus ni temps ni espace. Donc c'est ça le commencement radical. Si vous arrivez à prouver ça, soit a priori par des arguments du genre de ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, soit par des données physiques, comme ça semble être le cas dans la théorie standard du Big Bang, alors vous êtes amené à considérer que non seulement l'univers a un commencement, mais que, puisqu'il ne peut pas venir de rien, il a une cause. Or, cette cause ne peut pas se trouver dans l'espace et dans le temps, puisque nous venons de dire que l'espace et le temps ont un commencement radical. Donc, il s'agit d'une cause qui n'est pas spatio-temporelle. C'est dire qu'elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas matérielle, ça peut pas être. Donc, ça ne peut pas être une chose, c'est déjà un point. Voilà. Alors là, le problème, c'est qu'on tombe un peu dans l'inconnu, mais qu'avons-nous dans le mobilier, si je puis dire, philosophique, conceptuel, qui pourrait servir de cause? Bon, il y a deux types d'êtres immatériels. Il y a les abstractions, les idéalités mathématiques, ou logiques. Reste à savoir ce que c'est exactement. En vérité, je pense qu'elles ne subsistent pas par elles-mêmes. Ça, c'est un peu le platonisme, si vous voulez, mais bon. Mais une chose au moins est sûre, même si on ne tranche pas la question de savoir si elles subsistent par elles-mêmes, c'est qu'elles n'ont pas de pouvoir causal. Si vous voulez, ce qui remporte... Elles ont des pouvoirs d'explication, mais pas de, pas de création, voilà, ex nihilo. Tout à fait. Ce qui gagne le match de rugby, c'est les 15 joueurs de l'équipe de France, mais ce n'est pas le chiffre 15, le nombre 15. Ni même les règles du rugby. Non. Alors, en tant qu'entité, voilà, tout à fait. Les lois, les règles, n'ont pas de pouvoir causal. Ce sont des abstractions, précisément. Alors, l'autre type d'entité immatérielle bien connue, si je puis dire, au moins conceptuellement, même s'il peut y avoir polémique là, ce sont les esprits. L'esprit désincarné, si je puis dire, non incarné. Bon. Donc, qui lui est reconnu comme ayant un pouvoir causal. Alors, il est reconnu, pourquoi par notre expérience personnelle, si je puis dire. C'est-à-dire que nous savons bien que nous avons un pouvoir causal. Nous le constatons tous les jours. Or, il y a de très sérieux arguments philosophiques contre le matérialisme qui voudrait réduire, si vous voulez, l'esprit humain au réel physique tel que le décrit la science. Donc, il y a une plausibilité de toute façon, si vous voulez, a priori, à l'existence de l'esprit en général. Bon. Mais par ailleurs, l'argument en lui-même nous conduit de toute façon à poser une cause, ça, nous y sommes contraints, qui soit immatérielle. Donc l'argument lui-même, si vous voulez, est un argument en faveur de quelque chose comme l'esprit, puisqu'une cause est requise. Du coup, nous arrivons à quoi ? Nous arrivons à l'idée qu'il y a une cause, un causé, nous sommes bien d'accord, puisqu'il en faut une de toute façon logiquement, qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace, et qui a une puissance inouïe. Puisqu'elle est à l'origine de tout. Puisqu'elle a été capable, sans matière préexistante, évidemment, de faire advenir l'ensemble du monde physique. Alors, ça ressemble quand même vachement à Dieu, si on peut me permettre cette expression un peu triviale. Mais, si vous voulez, c'est le portrait robot qui se dessine. Voilà, est assez ressemblant. Bon. On peut trouver ça un peu simple. C'est l'argument le plus simple, celui-là. Mais avec le temps, je dois dire que je finis par penser qu'il est bon. Car les prémices, si vous voulez, si on restitue l'argument d'un coup, on dira que tout ce qui commence d'exister a une cause. Là-dessus, je souhaite bon courage à ceux qui voudraient nier cette proposition. La deuxième proposition est que l'univers a commencé. À l'appui de cette proposition, il y a les arguments a priori de type islamique, si je puis dire, pour parler vite, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a les corroborations scientifiques, si on veut.
Alors, il faut se méfier des Nous y corroborations reviendrons scientifiques. sur l'aspect C'est un sujet en scientifique, soi, parce il que faut faire très attention. Mais tenons-nous-en en fait aux arguments a priori, qui semblent corroborer, mais bon, tant mieux. La conclusion est évidemment que l'univers a donc une cause, et un peu de réflexion conceptuelle sur la nature de cette cause, compte tenu de la nature de ce qu'elle cause, eh bien nous amène, je pense de manière parfaitement rationnelle, à affirmer que cette cause est non spatio-temporelle et étonnamment puissante, puisqu'elle crée les choses, si vous voulez, en mettant en œuvre une causalité efficiente sans matière.